Bon, salam alaikum, bonjour tout le monde. Avec vous, docteur Boutaiba Hicham. Je suis professeur de droit et professeur de géopolitique. J'ai l'honneur d'être parmi vous dans cette opération. Je remercie infiniment M. Badr Boulek pour cette initiative et de m'avoir donné le privilège de faire partie de cette panoplie de calibres marocains qui ont accepté de contribuer à laisser ce savoir à ce qu'il reste intarissable. Mon intervention, Inch'Allah Marahim, ce soir, tourne autour du droit du travail. Par quoi on va commencer? Le droit du travail, c'est le droit qui régit la relation entre employé et employeur. Bien sûr, la relation entre employeur et employeur est régie par un contrat. D'accord? Et quand on dit contrat, cela veut dire tout simplement qu'il y a un droit qui va intervenir, qu'on le veuille ou pas. C'est le droit civil ou le droit des contrats. Le droit des contrats, qui est considéré parmi les premiers textes juridiques sur Terre. Pourquoi le droit des contrats? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un contrat qui régit la relation entre employé et employeur. Et qui dit contrat, dit obligation. Alors, dans le contrat, il y a des obligations. Alors, on va essayer de définir tout d'abord qu'est-ce qu'une obligation et qu'est-ce qu'on trouve dans cette obligation. Dans une obligation, il y a un débiteur et un créancier. Il y a un débiteur et un créancier. D'accord? Le créancier, qu'est-ce qu'il attend du débiteur? Il attend de lui une prestation ou une abstention. Soit il va faire, soit il ne va pas faire. C'est ça l'obligation en général. Dans une obligation, il y a un créancier et un débiteur. Kain medin ou kain da'in. D'accord? Le créancier, il attend quelque chose de la part du débiteur. Cette chose, soit une abstention, soit une prestation. Soit il ne va pas faire, soit il va faire. Alors là, on va essayer de procéder à la classification des obligations. On ne va pas trop tarder là-dessus, mais on a une classification selon l'objet et une classification selon ce qui nous intéresse dans cette optique-là. Classification selon l'objet et classification selon les garanties du débiteur. Classification selon l'objet. On peut avoir un objet négatif ou un objet positif. Objet positif, lorsque je prends le contrat, je le lis, qu'est-ce que je trouve? L'employé s'engage à faire. C'est une obligation dont l'objet est positif. Alors moi, en tant qu'employé, je dois faire. Je trouve l'obligation, parfois je trouve des obligations dont l'objet est négatif. Obligation de ne pas faire. Par exemple, je suis obligé à ne pas divulguer les secrets de l'entreprise. Mais quelle est l'utilité de l'étude de cette obligation? Quelle est l'utilité de l'étude de cette obligation? Bon, c'est question de... Excusez-moi. C'est question de stratégie. Ce que je dois comprendre, c'est que
Quand il est question d'une obligation de faire ou de ne pas faire, j'ai une obligation de faire. Et si moi, en tant qu'employé, j'ai une obligation de faire et j'ai décidé de ne plus faire, est-ce qu'il y a une force qui pourra bien m'obliger de faire? Le juge? Non, il ne va pas pouvoir le faire. Moi, je refuse de me rendre à mon poste. Je connais les conséquences. Je peux même indemniser mon employeur. Je sais. Mais le juge ne peut pas m'imposer de faire. Le juge le sait déjà. Et il n'a pas le droit de m'imposer de faire. Mais si j'ai une obligation de ne pas faire, le juge a tout le droit d'intervenir et de m'obliger à ne pas faire. Je vous donne un exemple. Je suis un employé qui a été engagé pour la recherche dans une entreprise. J'ai inventé quelque chose. J'ai pris l'invention, bien sûr, j'ai inventé la chose en utilisant les laboratoires de l'entreprise, le matériel de l'entreprise, le financement de l'entreprise. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi l'inventeur. Mais j'ai utilisé les labos de l'entreprise. J'ai utilisé le matériel de l'entreprise, le financement de l'entreprise. Alors là, l'invention, c'est au nom de l'entreprise. Je n'ai pas le droit de l'exploiter. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Je l'ai exploité, je l'ai vendu. J'ai une obligation de ne pas faire, je n'ai pas le droit d'exploiter une invention qui était le résultat de quoi? Le résultat de l'utilisation du matériel et du laboratoire de l'entreprise. Je n'ai pas le droit de le faire. Dans ce cas-là, le juge va intervenir pour m'obliger à ne pas faire. Alors, tout à l'heure, je vous dis question de stratégie. J'ai une obligation de faire, même si je ne le fais pas. Le juge ne peut pas intervenir. J'ai une obligation de faire, de ne pas faire. Le juge va intervenir pour m'obliger à ne pas faire. La deuxième classification, c'est la classification selon l'objet, selon les garanties du débiteur. Classification selon les garanties du débiteur. Je prends la phrase et je vais essayer de la banaliser. Obligation selon les garanties du débiteur. Autrement dit, ce débiteur-là, qu'est-ce qu'il peut garantir au créancier? Le débiteur, qu'est-ce qu'il peut garantir au créancier? Le débiteur peut garantir au créancier deux choses. Soit un résultat à 100%, soit l'utilisation de tous les moyens nécessaires pour une bonne exécution du contrat. Je m'explique. J'ai une obligation de résultat. Moi, en tant que débiteur, qu'est-ce que je vais garantir au créancier? Je vais lui garantir à ce que le résultat soit atteint à 100%. C'est ce qu'on appelle une obligation de résultat. D'accord? C'est-à-dire le résultat doit être atteint à 100%. J'ai des objectifs à atteindre. Je dois les atteindre à 100%. Sinon, j'aurai affaire à mon employeur. Il peut même me licencier s'il n'y a pas de cas de force majeure. D'accord? Mais mon employeur, est-ce qu'il n'a pas d'obligation envers moi? Oui. Surtout quand il est question d'obligation de résultat. Oui. L'employeur a une obligation de résultat en matière d'hygiène et de sécurité. C'est la plus importante des obligations de résultat qu'incombe à l'employeur. L'employeur a une obligation de résultat en matière d'hygiène et de sécurité. Je vous donne un simple exemple. Je me rends dans un établissement
privé, d'ailleurs on le trouve même dans les établissements publics, qu'est-ce que je vois? Je vois une porte. Je suis dans une école privée. Je vois une porte. Je suis dans une salle de cours. Il y a 30 élèves. Je veux sortir. Et en sortant, j'ai tiré la porte. En sortant, j'ai tiré la porte. Et là, je me suis dit, et s'il y a un incendie ou un tremblement de terre, et on veut quitter, on veut évacuer la salle rapidement. Ça ne sera pas facile. Parce qu'on va perdre beaucoup de temps, rien qu'en ouvrant la porte. Je vais tirer pour sortir. D'un point de vue logique, d'un point de vue sécuritaire, c'est pas du tout logique. Cette salle, cet établissement ne répond pas aux normes académiques de sécurité. D'accord? Elle ne répond pas aux normes académiques de sécurité. C'est tout à fait normal. Parce qu'une salle ou une porte qui répond aux normes académiques de sécurité, pour sortir, il faut la pousser pour faciliter l'évacuation. Et pour entrer, il faut la tirer. Mais parce qu'en cas de problème, on va même aider ceux qui veulent sortir. Hein, parce qu'on va tirer la porte. Alors un employeur, il a une obligation de résultat. S'il ne respecte pas ces normes, en cas de problème, écoutez le mot, il est responsable. Il est responsable. Et quand on est responsable, il y a deux types de responsabilités. Soit la responsabilité est pénale, soit elle est civile. Soit on va en prison, soit on va dédommager. D'accord? Mais j'ai une obligation de résultat. Le résultat doit être... Si j'arrive pas à atteindre le résultat à 100%, qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis responsable. Qu'est-ce que je peux garantir à mon créancier? Je peux lui garantir une utilisation ou un usage de tous les moyens nécessaires pour une bonne exécution du contrat. Je ne lui ai pas promis un résultat à 100%. Je ne lui ai pas promis ça. Qu'est-ce que je lui ai promis? Je vais utiliser tous les moyens pour une bonne exécution. J'ai le statut maintenant, je suis comme un médecin généraliste ou un médecin. Le médecin, il ne vous garantit jamais le résultat. Je ne suis pas un esthéticien, c'est l'esthéticien qui vous garantit le résultat. Lui, il a une obligation de résultat. Mais le médecin généraliste ou le médecin spécialiste, il a une obligation de moyens. Il va utiliser les moyens nécessaires pour une bonne exécution. Pourquoi étudier l'obligation de moyens et l'obligation de résultats? La réponse est simple. Je suis en train de chercher comment responsabiliser le débiteur. Autrement dit, il a une obligation de résultat? Oui, il a une obligation de résultat. Si il n'atteint pas le résultat à 100%, il est responsable. Je demande réparation de dommages. Il a une obligation de moyens, je cherche. Est-ce qu'il a raté un moyen? Et c'est pour ça le contrat a été mal exécuté. Oui, il est responsable. Je dois être dédommagé. Alors, c'est vrai, c'est théorique, mais ça nous aide beaucoup en pratique. Très bien. Alors, on a vu maintenant qu'est-ce qu'une obligation, quelle est la classification de l'obligation. Ce contrat, c'est quoi? Ce contrat, c'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire. Ça marche? Un acte volontaire. Entre deux ou plusieurs personnes. Entre deux ou plusieurs personnes.
ce contrat, bien sûr, moi je suis en train de vous parler d'un contrat de travail. Le contrat, il est défini. D'accord? Et il a une classification comme l'obligation. On a plusieurs classifications d'obligations, de contrats. On a plusieurs classifications. On a 18 classifications de contrats. 18. Contrat synallagmatique, contrat unilatéral, contrat à titre onéreux, contrat à titre gratuit, contrat à exécution successive, contrat. On a plusieurs. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de prendre ce contrat de travail et procéder à sa classification. Un seul contrat, je vais le décortiquer et essayer de le placer. Je prends le contrat de travail, je trouve qu'il est synallagmatique, bilatéral. Il est synallagmatique. L'employé s'engage envers l'employeur et l'employeur s'engage envers l'employé. Moi, en tant qu'employé, je m'engage envers mon employeur. Je fournis une prestation. Je fais pas. Ça dépend de mes obligations envers mon employeur. Mon employeur, lui aussi, il a des obligations envers moi. La première obligation, c'est pas le salaire, d'accord? La première obligation, il me garantit un cadre de travail. C'est lui qui me garantit, qui m'assure le cadre du travail. D'accord? Pour que je puisse fournir ma prestation. Et il a un salaire. Il me verse un salaire. Alors, je suis tantôt créancier, tantôt débiteur. Idem pour mon employeur. Il est tantôt créancier, tantôt débiteur. Comment contrôler que le médecin n'a pas raté l'un des moyens nécessaires? C'est une bonne question. Il y a, c'est Lozi, il y a une... bonjour monsieur Bouteba, c'est un immense plaisir de vous... Merci beaucoup Mohamed Ouassine, merci beaucoup. Alors, la réponse à votre... monsieur Lozi. Je vous pose une question, monsieur Lozi. Est-ce que le médecin... Bon, est-ce que l'employeur est un médecin? Jamais un employeur ne peut décider et ne peut trancher que le médecin du travail a commis une erreur ou a failli à ses obligations. Il ne peut pas, parce que lui, il n'est pas médecin. Lui, il ne peut pas intervenir. C'est question de compétence. C'est une question de compétence. Moi, si je suis employeur, je ne peux jamais juger un médecin parce que moi, je ne suis pas médecin. Alors, dans ce cas-là, il y a un inspecteur médecin du travail. C'est lui qui doit trancher. C'est pas moi. Je ne peux jamais contrôler ni sanctionner un médecin du travail. Et il y a le médecin inspecteur du travail qui tranche là-dessus. Alors, revenons à un autre sujet. Je prends le contrat de travail, je vois qu'il est synallagmatique, réciprocité d'engagement. Je prends le contrat de travail, je trouve qu'il est à titre onéreux. On ne s'engage jamais gratuitement. Sinon, si je m'engage gratuitement, ce n'est pas du contrat de travail, c'est un contrat de bénévolat. D'accord? Le contrat de travail est un contrat à exécution successive. C'est-à-dire, c'est le même contrat qui s'exécute chaque mois. Je fournis la même prestation, je reçois un salaire, je travaille dans un cadre. Comment ça exercer une profession libérale? J'ai pas compris. Si moi je suis médecin, je suis soumis à un ordre. Mais si quelqu'un travaille pour moi, et entre lui et moi, il y a un contrat de travail. Quatrième classification, le contrat de travail est un contrat d'adhésion. Aqd id'an. Le contrat de travail,
est un contrat d'adhésion. Cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que il y a un déséquilibre de force entre l'employé et l'employeur. C'est comme il s'agit d'un abonnement. L'employeur, il te donne le contrat de travail, il vous demande de le signer. Vous négociez rien. Même le salaire, vous le négociez parce que déjà, vous ne le négociez pas parce que déjà l'employeur, il a une fourchette. C'est pour ça qu'on n'exerce pas. On négocie pas un contrat de travail. Très bien. Ce contrat de travail, je ne vais pas le définir, hein, parce que la définition qui a été donnée par le Code du travail, c'est une définition qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est l'article 723 du Code civil marocain. C'est la réponse. Ah oui, d'accord. Ouais, je comprends. Je comprends. Je commence, c'est Louise, je comprends. Merci à vous. Merci à vous. Et je répète, hein, pour le médecin du travail, quand vous dites pour ce qu'il exerce une profession libérale, abstraction faite ça. Hein. Je ne vais pas mettre l'accent sur la profession qu'il exerce. Et il suffit que je dise qu'il est médecin. Et moi, je ne le suis pas. Je ne peux pas, personnellement, quel est le délai max pour déclarer 48 heures. Je ne peux pas juger un ingénieur informaticien alors que je suis professeur de droit. C'est inconcevable. C'est pour ça que je vous ai dit, l'employeur n'a pas le droit. L'employeur n'a pas le droit d'intervenir, de sanctionner, ou de dire. Il ne peut le sanctionner qu'après avoir consulté le médecin, l'inspecteur médecin du travail. Alors, à tous ceux qui m'écoutent maintenant, ce contrat de travail, est-ce qu'il doit être écrit ou verbal? Ou les deux? Ou écrit? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le contrat doit être obligatoirement écrit ou il peut être verbal? Vous n'avez pas de réponse. Faites un petit effort. Les deux. On ne peut pas négocier un contrat de travail, mais on peut négocier ses clauses. Si vous êtes une denrée rare, si Mohamed. Si vous êtes une denrée rare, vous pouvez négocier les clauses. Et je ne sais pas de quelle cause vous pouvez parler. Hein. Le contrat de travail peut être écrit comme il peut être verbal. Là, Sidi Bouhssein. Il peut être écrit et verbal, les deux. Et heureusement, on a une source qu'on trouve dans le droit naturel et une source qu'on trouve dans le droit positif. Le droit positif qu'on a ici, c'est le code du travail. Oui, Khadija, c'est les deux. Le code du travail, on a un article. Vous pouvez le consulter, c'est l'article 18. Article 18 du code. L'article 18, il stipule que le contrat ou la relation du travail peut être prouvé par tous les moyens. Ce qui veut dire que le contrat de travail, il peut être un moyen parmi d'autres. Il suffit d'avoir le consentement soit oralement, soit par écrit, selon la loi. Si il est verbal, l'employé doit avoir un juste... Oui. Alors, c'est Mohamed Daqawi. Abdallah Daqawi. C'est vrai. Il faut un justif. La preuve qu'on a en droit positif, j'ai dit, c'est l'article 18 du Code du travail. La source qu'on a en droit naturel, un verset coranique, فقالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين. كليس أنكحك إحدى بناتي هاتين على أن تأجرني ثمانية. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de discuter les clauses du contrat. Wallahu ala ma naqul. Ils ont terminé par Wallahu ala ma naqulu wakil. C'est-à-dire,
ils ont fait chacun d'eux a fait un mandat au bon Dieu pour qu'elle soit, c'est pas témoin, non, mandataire. Un mandataire, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le contrat, que ce soit écrit ou verbal, il est entouré de la morale. Le contrat, tout le contrat, tourne autour de la morale. Il n'y a pas de cynisme ici. D'accord? Alors, le contrat il peut être écrit comme il peut être verbal. Oui. Mais, pas mal de personnes se disent, mais contrat verbal, j'aurai un problème de preuve. Non, vous n'aurez pas un problème de preuve. C'est la même chose qu'on a vu, quand j'ai vu avec mes étudiants, concernant le droit commercial. Il y a deux disciplines où la preuve peut être écrite. C'est le droit du travail et le droit commercial. En commerce, la preuve est libre. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. Quand il s'agit d'une transaction commerciale, l'acte écrit n'est pas obligatoire. Et vous pouvez le remplacer par la liberté de preuve. Les déclarations de la CNSS, par exemple, oui. C'est pour ça que c'est la même chose que le droit commercial. Vous avez une panoplie de preuves. À savoir, déclaration à la CNSS, déclaration à la CIMER, carte de travail, bulletin de paie. Le tribunal a tranché concernant le bulletin de paie. Le tribunal a rendu un jugement en déclarant que le bulletin de paie est un commencement de preuve écrite. Le bulletin de paie est un commencement de preuve écrite. D'accord? S'il vous plaît, si vous pouvez enregistrer ce live, c'est intéressant. Oui, je crois qu'il est enregistré. Merci beaucoup, madame. Je disais, qu'est-ce qu'elle a le médecin de travail? C'est Abdouahad, qu'est-ce qu'elle a le médecin du travail? Parmi les obligations de... Oui, bien sûr. Quand elle atteint un nombre exact. D'accord? Alors, je disais que le contrat peut être écrit comme il peut être verbal. Il y a une chose qui échappe aux entreprises. Une seule chose. C'est de prouver la relation du travail. D'accord? Parmi les choses principales auxquelles sert le contrat, c'est de prouver la relation du travail. Alors, pour prouver la relation du travail, j'ai beaucoup de preuves. Et là, pour éviter les problèmes, le législateur, qu'est-ce qu'il a fait? Le législateur je dis bien, il a imposé. C'est pas facultatif. Parce que si vous lisez la loi, vous allez lire doit faire. Il doit faire. C'est pas une recommandation. Hein? Il doit. Qu'est-ce qu'il doit faire l'employeur? La loi, qu'est-ce qu'elle stipule? En cas d'absence de contrat de travail ou de lettre d'engagement, l'employeur doit fournir à son employé une carte de travail. Je répète ma phrase. En cas d'absence d'une lettre d'engagement ou d'un contrat de travail, l'employeur doit fournir à son employé une carte de travail. Alors l'employeur, qu'est-ce qu'il demande? Le législateur, qu'est-ce qu'il demande à l'employeur? De procéder de façon machinale. Si vous n'avez pas signé de lettre d'engagement avec votre employé, vous n'avez pas signé de contrat, donnez-lui une carte de travail. Je vais vous dire pourquoi. Ne croyez pas qu'il protège l'employé. Non, il protège l'employeur. Je vais vous dire pourquoi. Deuxième obligation.
La deuxième obligation, c'est que l'employeur, le législateur, demande à l'employeur, le législateur demande à l'employeur de fournir à chaque nouvelle recrue, elle lui demande de fournir un courrier avec accusé de réception. Que contient le courrier? Le règlement intérieur de l'école, de l'entreprise. Le statut type de l'entreprise. La convention collective, si elle en existe. Le numéro d'affiliation de l'entreprise. L'assureur de l'entreprise. Tout ce qui concerne l'entreprise, tu lui donnes. Tu le donnes à la nouvelle recrue, sous forme de courrier. Maintenant, il y a tout ce qui est informatique. Il y a des boîtes professionnelles. Là, imaginez, vous avez 100 salariés. Et avec les 100 salariés, vous avez procédé de la même façon. Soit vous leur avez donné une carte de travail, soit vous leur avez donné ce courrier. C'est une façon pour vous pour prouver l'existence de la relation du travail. Une autre personne ne peut pas prétendre avoir travaillé avec vous, là pour vous, en noir. Parce que le témoignage est un moyen de preuve. Et attention, quand on dit le témoignage est un moyen de preuve, ce qui est grave dans cette affaire-là, pour l'employeur, c'est que les témoins, ils ne sont pas obligatoirement des collègues. Non. Les témoins, ils peuvent être des externes. Un huissier de justice, il peut se déplacer et demander au gardien de voiture, au garçon du café qui t'en fasse l'entreprise. Est-ce que monsieur, oui, ça, je vous parle en connaissance de cause. On peut le faire. Et ce qui est pire, c'est que le juge, il peut vous convoquer, il peut convoquer les collègues pour leur poser une simple question. Est-ce que X travaille avec vous? Point. Oui, non. Mais ce qui est important, c'est que le juge, il ne peut pas vous convoquer pour vous demander est-ce que X a été licencié abusivement. Jamais de la vie. Jamais un juge ne peut convoquer un collègue à une personne qui a été licenciée abusivement. Jamais il ne peut le faire. Pour lui demander est-ce que le licenciement était abusif ou pas. Jamais de la vie. D'accord? Qu'est-ce qu'il peut faire ici, le juge? Il va ordonner une expertise pour voir est-ce que le licenciement était abusif ou pas. Khaoula, vous dites les virements. Oui, virement bancaire, c'est une preuve. Si vous avez n'importe quelle preuve, d'accord, n'importe quelle preuve, il faut juste une preuve qui va vous aider à prouver qu'il y avait une relation de travail. Alors là, on tranche en disant le contrat peut être écrit comme il peut être verbal. D'accord? Il y a des États où le contrat est obligatoirement écrit, comme la France. Si nous, on a 3 contrats, les contrats, ils ont 48 contrats. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais terminer par cette idée-là. C'est le choix du travail. On va choisir Moi, je veux choisir quelqu'un qui va travailler avec moi
jusqu'à la fin jusqu'à l'âge de la retraite. Sinon, je vais choisir quelqu'un qui va travailler, qui va qui aura une mission au sein de l'entreprise. Sinon, je vais choisir un intérimaire. Alors, je parle du choix de la relation du travail. Hein? Choix de la relation du travail. J'aimerais bien mettre l'accent sur un jargon. Je m'adresse surtout aux responsables des ressources humaines. Je m'adresse aux responsables des ressources humaines et je leur dis que il n'y a plus de permanent et plus de temporaire. Il ne faut jamais utiliser ce jargon dans vos rapports. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec le nouveau code de 2004, on a reconnu le statut juridique des agences d'intérim. Avant, ce n'était pas le cas. Avant ce nouveau code, ce n'était pas le cas. Autrement dit, avant, on ne reconnaissait pas l'existence d'une troisième catégorie de travailleurs. Avec la reconnaissance des agences d'intérim, on a reconnu une nouvelle d'employés qui travaillent pour une durée bien déterminée. Ce sont des temporaires. Cela veut dire, ça va nous créer quoi? Une confusion entre le temporaire qui signe un CDD et le temporaire qui va signer un CTT, un contrat de travail temporaire. C'est pour cela qu'on a déclaré qu'il n'y a plus de permanent, plus de temporaire. Pour nous, le permanent, c'était qui? C'était celui qui a signé un CDI. Non, c'est plus le cas. Celui qui a signé un CDI, c'est un CDI. Ça veut dire salarié CDI. Le salarié CDI X. Celui qui a signé un CDD, c'est un CDD. Un salarié CDD. Et le temporaire, c'est l'intérimaire. C'est-à-dire, dans le jargon juridique, une fois j'entends temporaire, je ne vais pas songer à quelqu'un qui a signé un CDD. Du tout. Hein. Vous me dites, monsieur, il est temporaire, je comprendrai qu'il a signé un CTT. D'accord, si vous me dites temporaire et vous insinuez quelqu'un qui a signé un CDD, là, vous êtes en train de m'induire en erreur. Très bien. Le contrat à durée indéterminée. Il y a une question qui m'intrigue. Qu'est-ce qui est indéterminé dans un contrat indéterminé? Est-ce que je peux avoir une réponse rapidement? Qu'est-ce qui est indéterminé dans un contrat à durée indéterminée? Si vous êtes toujours là, dites-moi, qu'est-ce qui est indéterminé dans un contrat à durée indéterminée? D'après l'appellation, peut-être vous allez me dire c'est la durée. C'est la durée qui est indéterminée. D'ailleurs, j'ai toujours eu droit à cette réponse. Parce que c'est un contrat à durée indéterminée. La durée qui est indéterminée. Oui. Écoutez, s'il vous plaît. Pour ne plus avoir de confusion. Pour ne plus comprendre les choses de façon illogique. Moi, j'ai signé mon contrat en 2007. J'ai signé mon contrat de travail en 2007. J'ai signé un CDI en 2007. En 2007, j'avais 30 ans. Supposons que j'aurai ma retraite à l'âge de 60 ans. C'est-à-dire que je vais rester au sein de cette entreprise 30 ans de plus. Alors 2007, 2037, je vais atteindre l'âge de la retraite. Alors c'est devenu déterminé. C'est déterminé. Si on lit le contrat à durée indéterminée à la période de mon travail,
Non, je suis désolé, ça devient un contrat à durée déterminée. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui nous échappe. Un truc qu'on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui est indéterminé? C'est le travail que je vais accomplir, moi. Je vous explique. J'ai signé en 2007 en tant que prof de droit. D'accord? En 2037, je quitte l'école. C'est ma présence qui a pris fin. C'est pas la mission. C'est la mission qui est à durée indéterminée. Un autre professeur de droit va prendre la relève pour continuer. C'est pas ma présence au sein de l'entreprise qui est indéterminée. Ça se va devenir un esclave si c'est le cas. D'accord? C'est pas ma présence au sein de l'entreprise. Non. C'est ma mission. La mission qui est indéterminée. Je vais la laisser pour une autre personne. Ce qui est indéterminé, c'est pas ma présence au sein de l'entreprise, c'est pas la durée de mon travail, c'est mon travail en soi. Ce que je fais qui est indéterminé, je vais le céder à une autre personne quand je vais atteindre l'âge de la retraite. D'accord? Alors, ce contrat à durée indéterminée. Si on veut modifier une clause primitive du contrat, on a signé le contrat, et maintenant on veut modifier une clause. Soit on veut modifier, soit on veut introduire une nouvelle clause, ça veut dire le contrat initial sera modifié. Ça se peut ou pas? On peut modifier un contrat qui a été déjà signé? Oui ou non? Oui, on peut le modifier. Mais à condition. On peut modifier un contrat. Mais à condition. Il faut un avenant. Avenant. Un avenant. Et l'avenant, c'est quoi? C'est un document qui modifie les clauses primitives du contrat. L'avenant est un document qui modifie les clauses primitives du contrat. D'accord? Mais tout à l'heure, je vous ai dit, le contrat de travail est un contrat d'adhésion. Je négocie rien. Et parce qu'il profite d'une conjoncture économique, je suis dans le besoin. Maintenant, il veut modifier une clause. Il veut introduire la mobilité géographique. Il va l'introduire comme ça, sans problème? Non, il n'a pas le droit. Il faut qu'il vous donne un avenant pour le signer. Il doit y avoir votre signature et la signature de votre employeur. Et si vous refusez de signer l'avenant, c'est pas une atteinte à ce qu'on appelle la subordination juridique. La subordination juridique veut dire quand votre employeur vous donne un ordre, il faut le respecter. Ça n'a rien à voir. Et si vous ne le respectez pas, ça peut même, on peut aller jusqu'à le licenciement. Et ça sera un licenciement légal. Mais là, il vous donne un ordre. S'il vous plaît, vous mettez fin à vous signez l'avenant. Non, je ne veux pas. Vous savez, s'il insiste sur la modification et vous refusez, il y aura rupture du contrat à sa charge. La semaine prochaine, Inch'Allah Rahim, on va voir le CDD et toutes les polémiques qui l'entourent. Le CDD, c'est vraiment un débat qui fait polémique. Je vous remercie infiniment. On se voit la semaine prochaine, Inch'Allah Rahim. Même jour, même endroit, même heure. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup.